2.2.2026. Nous sommes dans la 4e année, jour 344 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Concernant le rapport de situation d'aujourd'hui, on observe autour de Kopiansk des géolocalisations intéressantes, des gains de terrain et des attaques dans des zones supposées sûres, parmi d'autres points. Le 27-01, j'ai mentionné dans mon rapport une nouvelle conquête fantôme. Le chef d'état-major russe, Gerasimov, a déclaré que Kopiansk-Mouslovie avait été totalement conquise. C'est le lieu indiqué sur la carte de situation. Toutefois, il n'a pas pu en fournir la preuve. Je lui ai montré sur la carte les dernières géolocalisations des deux camps pour réfuter sa déclaration. D'autres font maintenant comme moi. En effet, ici, le commandant de bataillon ukrainien Roman Kovalev nous contacte précisément depuis ce secteur et envoie un autre signe de vie très réel. Gerasimov et son armée, cette fois avec les soldats Anton et Alexei, ce sont 2 soldats russes qui ont été faits prisonniers ici. La vidéo a été enregistrée aujourd'hui à l'Épingle Verte, donc ici, en plein centre du village. Cette information n'est pas vraiment une surprise militaire, mais plutôt un nouvel exemple de l'écart entre les rapports russes sur la situation et la réalité du front. Mais c'est le cas dans une armée qui est sanctionnée si elle n'obtient pas de gains. On les invente, on les transmet et chaque échelon ajoute des localités ou des kilomètres. Gerasimov et Poutine sont satisfaits, car ils pensent avoir obtenu de grands gains, alors qu'ils n'existent pas. Lors des dernières conférences de presse, il a déjà annoncé 3 prises et 5 libérations de la localité, simplement parce qu'elle n'a jamais été conquise. Il y a bien des combats ici. Par exemple, cette vidéo montre des soldats ukrainiens lutter pour contrôler un bâtiment. Tout cela s'est passé ici, à l'Épingle Bleue, donc un peu plus au nord du message vidéo et encore un peu plus au nord, donc ici à l'Épingle Jaune. Il y a 3 jours, des soldats russes ont été repérés puis attaqués par un drone. Observons la géolocalisation récente. On constate beaucoup de confusion. C'est visible dans le dernier rapport, notamment ces 4 épingles rouges et cette épingle jaune. On voyait à la fois des soldats russes et ukrainiens. Les localités ne sont ni contrôlées ni perdues. C'est un mélange des deux, on voit souvent des soldats des 2 camps là-bas, mais peu de combats. Souvent, seuls des drones donnent ici un bref aperçu de la situation. La dernière fois, nous avons aussi vu un drapeau russe hissé ici, le jour où j'ai vu celle que Gerasimov a démentie. Nous voyons maintenant 3 autres géolocalisations intéressantes. Ici un combat, là-haut des soldats russes. Ces 2 photos ont été prises avant l'enregistrement. D'un commandant de bataillon ukrainien qui se trouve au milieu du village et se filme avec 2 soldats russes qu'ils ont capturés ici. Cela signifie que nous avons à nouveau une sorte de mosaïque. On voit clairement que les soldats russes opèrent surtout au nord du village. Comme je l'ai dit, ici une position russe où je combats avec des soldats russes à l'épingle bleue, là-haut une observation par drone et en bas des soldats capturés. C'est tout. Donc en direction du plan d'eau vers Ostgil, il n'y a pratiquement aucune géolocalisation. Celle-ci est aussi la plus au sud que j'ai pu trouver. Je suppose que les Russes se trouvent en grande partie ici, au nord de cette rivière qui traverse le village. À certains endroits, ils ont avancé ou tenté d'entrer plus loin dans la ville. Il règne donc une grande confusion, sans véritable ligne de front, seulement de petits groupes de sabotage s'affrontant et tentant de s'implanter. Si nous regardons un peu plus au nord, toujours sur Pianz, il y a aussi une géolocalisation très très intéressante, à savoir ici, à l'Épingle Rouge. Une opération de sabotage et reconnaissance réussie a été signalée ici. Une unité de la Légion Liberté de la Russie a opéré à environ 7 km de profondeur dans la zone contrôlée par la Russie, selon ses propres déclarations. L'objectif était une position fortifiée, servant de dépôt de munitions et de point de rassemblement pour l'infanterie russe. Elle jouait un rôle clé dans l'approvisionnement de l'unité près d'Oukopiens. Les armes à longue portée étant inutilisables à cause de la distance et de la portée radio, la destruction physique de la cible a été ordonnée. L'unité a infiltré discrètement l'arrière, a attaqué directement la position et a neutralisé les soldats russes présents. Le matériel de communication saisi sera utilisé pour d'autres missions de renseignement. Le dépôt de munitions a été complètement détruit. Selon l'unité, tous les participants sont revenus sans perte. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir à ce sujet ?
Il est clair que des forces ukrainiennes peuvent pénétrer en profondeur en Russie et y mener des actions de sabotage. Nous avons aussi observé cela côté russe, un peu plus au sud. Ici, nous voyons aussi quelques soldats russes qui ont pu pénétrer profondément dans une zone supposément contrôlée par l'Ukraine. Des deux côtés, ce sont surtout des groupes de sabotage qui agissent à grande échelle. Cela confirme aussi l'absence de lignes de front claires et la liberté de mouvement de petits groupes. La deuxième chose que cette déclaration met également en évidence, c'est que les Russes devraient contrôler une zone de 7 km autour du camp détruit. Puisque nous savons que les Ukrainiens se trouvent en toute sécurité ici, dans la zone contrôlée en bleu, donc à l'ouest de l'Ostkiel, cela n'a guère de sens pour moi. Parce que si on mesure, on voit que 7 km, c'est beaucoup. Jusqu'au centre de Kupiansk, il y a 5 km, 7 voudrait dire jusqu'à peu près l'endroit où Zelensky s'est fait photographier lors de la libération de Kupiansk. 7 km pourrait aussi signifier dans cette direction ici. Mais cela voudrait aussi dire que les Russes ont contrôlé ou contrôlent actuellement ce village. 7 km correspondent aux géolocalisations ici en bas, ou peuvent indiquer jusqu'à un peu plus haut, près de la ligne pointillée. Je ne peux pas imaginer qu'un groupe de sabotage attaque du nord-ouest puis traverse encore l'Ostkill pour arriver ici. Je suppose qu'ils viennent de la zone autour du 116. Ils ont quitté la brigade mécanisée pour avancer vers le nord. Je pense donc que 7 km est sans doute une exagération de la Légion Liberté de la Russie. Sur ma carte et presque toutes les autres, aucune ligne n'indique une zone contrôlée par les Russes dans un rayon de 7 km. Mais globalement, qu'en est-il des gains de terrain ? Deep State rapporte que la Russie a conquis 245 km² en janvier. Cela représente environ la moitié des gains de septembre de l'année précédente et montre un net ralentissement des avancées russes. Mais l'hiver et ses conditions n'y sont pas totalement étrangers. L'essentiel des attaques s'est encore concentré sur Pokrovsk, où environ un tiers de toutes les attaques russes le long du front ont eu lieu. En deuxième position vient Ouliaïpol avec environ 21%, le nombre d'attaques y ayant presque doublé par rapport à l'année précédente. La zone de Sloviansk se distingue. 3% des attaques, mais 20% des gains territoriaux y ont eu lieu. Cela montre que certaines percées locales, malgré une intensité d'attaque globalement faible, peuvent avoir un effet disproportionné. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un Tosin A russe a été détruit en Russie, dans l'oblast de Belgorod, par la 72e brigade mécanisée. C'est remarquable car cette lourde unité de lance-roquettes thermobariques n'a jusqu'ici été utilisée que sur le territoire ukrainien. La raison en est qu'il a une portée assez faible, de seulement 6 à 12 km selon le type de munitions utilisées. Les Ukrainiens en ont profité, pouvant localiser et attaquer rapidement avec des drones après une attaque de TOS. Un lance-roquette TOS-1 avec un dépôt de munitions exposé est un point faible pour un drone et explose souvent immédiatement. Mais depuis, ils n'ont plus été utilisés aussi souvent qu'il y a environ 3 ans. Mais l'incident montre aussi que les systèmes de grande valeur russes sont désormais vulnérables même sur leur propre territoire et qu'ils n'y sont plus en sécurité. Poutine a annoncé une pause d'1 semaine des attaques contre des civils à Kiev. La Russie ne propose pas de cesser le feu, seulement une brève pause des attaques contre Kiev, largement médiatisée. Dans le même temps, les indices se multiplient selon lesquels l'armée russe rencontre des problèmes majeurs. Des rapports montrent que des soldats grièvement blessés, parfois sans membres fonctionnels ou prothèses, sont renvoyés au front. Nous avons vu cela très souvent dans les rapports de situation, surtout l'année dernière. Après de lourdes pertes, le Kremlin utilise tout ce qui reste. Détenus, mercenaires, principalement des étrangers. Jamais vu autant de personnes d'Afrique que cette année, certains encore blessés. Malgré ces sacrifices, l'armée avance à peine. Depuis des mois, d'énormes masses humaines sont sacrifiées pour des gains territoriaux minimes. Parfois, le front progresse de seulement quelques mètres par jour. Les rapports montrent qu'il n'y a plus de gains territoriaux significatifs, juste une rangée d'arbres parfois. Tandis que la population subit l'inflation et la crise, les ressources vont toujours aux missiles, drones et à une guerre sans issue claire. Dans ce contexte, les pourparlers de paix ne doivent pas être vus comme une récompense pour la Russie. Si la pression peut avoir un effet, c'est maintenant. La paix ne peut exister que si l'agresseur cède, pas en lui faisant davantage de concessions. Les États-Unis tentent cela depuis longtemps. Déjà audible chez moi depuis 2023, rien n'a changé depuis.
Merci aux abonnés, membres et à l'équipe Albu. Salut à lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller, Dietrich Bredy et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez, à bientôt pour la prochaine mise à jour.